Alors, bienvenue à tous à ce webinaire en fait de lancement du guide sur la maladie artérielle périphérique. C'est le deuxième vidéo de cette série de 4. Aujourd'hui, le sujet va être le diagnostic de la MAP, la maladie artérielle périphérique. Alors, je me présente Geneviève David, je suis la vice-présidente du CA de la Fondation canadienne pour la santé vasculaire qui a développé ce guide-là. Aujourd'hui, pour nous présenter le guide, on va avoir à la fois Dr Costa qui va nous présenter de manière générale le guide et par la suite, on va passer avec Dr Cartier pour aller plus en détail dans le diagnostic de la MAP. Et on finira par une courte période d'échange avec quelques petites questions que je poserai aux conférenciers. Alors, voilà, je passe la parole à Dr Costa. Alors, bonsoir tout le monde. Bien heureux d'être avec vous ce soir pour ce deuxième webinaire là, d'une série de 4 sur la maladie artérielle périphérique. Donc, je suis Jean-Pascal Costa, je suis médecin interniste au CHUM. J'ai le mandat aujourd'hui de vous présenter notre magnifique guide sur la maladie artérielle périphérique. Par la suite, mon collègue Dr Maxime Cartier vous entraînera sur la maladie artérielle périphérique. Donc, si on regarde un peu plus les objectifs, donc je vous présente le guide. Mon collègue, par la suite, vous fera un petit rappel des symptômes de la maladie artérielle périphérique ainsi que les méthodes de diagnostic. À la toute fin, il y aura effectivement une période d'échange. Donc, première question qu'on peut se poser, pourquoi le guide? Alors, nous sommes partis du constat suivant, c'est-à-dire que la maladie artérielle périphérique c'est une maladie qui est peu connue du grand public, comparativement à d'autres types de maladies, par exemple, comme la haute pression, le diabète, les maladies cardiaques, qui sont des maladies souvent un petit peu plus médiatisées. Donc, la MAP, on la connaît un peu moins. Et ce n'est pas parce que c'est moins fréquent. Hein, on estime qu'il y a environ 3 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 50 ans qui souffrent de maladies artérielles périphériques. Alors donc, on a identifié ce besoin, le besoin étant d'informer les patients et leurs familles, ainsi que les professionnels de la santé qui prennent en charge les patients atteints de MAP. Donc, il y a eu tout un processus de création pour le guide. Nous avons tout d'abord fait appel à un technopédagogue qui nous a beaucoup aidé, autant au niveau du contenu que du contenant. Et bien sûr, nous avons fait appel à une graphiste qui, comme vous allez le constater, a su donner vie au texte avec de magnifiques illustrations. L'étape suivante était de déterminer la table des matières, c'est-à-dire déterminer les différentes sections, les différents thèmes qu'on voulait aborder. Nous avons donc trouvé des autrices et auteurs pour chacune de ces sections. Donc, il s'agit de spécialistes dans ces domaines bien précis et nous leur avons donné un défi. Le défi était le suivant, c'est-à-dire vulgariser le plus possible l'information, ce qui n'est pas toujours facile, surtout pour des gens qui sont dans des domaines bien précis, mais je dois vous avouer qu'ils ont tous relevé le défi avec brio. Voici d'ailleurs notre table des matières. Comme vous pouvez voir ici, plusieurs sections. La première, la section d'introduction, si on veut. La deuxième section qui est, dans notre jargon, on pourrait dire la physiopathologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans vos jambes. Troisième section, donc les facteurs de risque. La quatrième section sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire les méthodes de diagnostic. Cinquième section intéressante sur les conséquences de la maladie artérielle périphérique dans nos vies. Donc, nous avons fait appel à des psychologues pour cette section. Ensuite, on aborde les traitements, que ce soit dans les changements des habitudes de vie, mais les médicaments aussi, les traitements chirurgicaux. Et la section qui suit, ce sont les traitements autres, c'est-à-dire essentiellement là, des programmes d'entraînement. Et puis la dernière section, la section 8, qui sont une série d'outils que vous pourrez utiliser. Je vous présente ici en fait l'équipe des rédacteurs, rédactrices pour vous montrer en fait qu'il s'agit de gens qui proviennent de multiples domaines. On a entre autres des médecins résidents en médecine interne générale, en radiologie,
Nous avons aussi, comme je vous l'ai mentionné précédemment, des psychologues, des chirurgiens vasculaires, des cardiologues et aussi des kinésiologues. Donc, en tout, là, c'est environ une vingtaine de personnes là, qui ont travaillé sur le guide. J'en profite pour remercier, entre autres, les réviseurs, des gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de la santé, mais qui ont pris le temps de bien lire le guide et nous faire des commentaires. J'en profite aussi pour remercier la compagnie Bayer Canada qui, grâce à un don substantiel, nous a permis là, de créer ce guide. D'autres dons aussi reçus là, de familles et institutions canadiennes. Gabrielle Dumouchel, comme je vous expliquais, technopédagogue, qui nous a beaucoup aidés, ainsi que Christine Saint-Onge, notre graphiste. En parlant de Madame Saint-Onge, voici d'ailleurs de magnifiques illustrations qu'elle a créées de toutes pièces, comme vous pouvez voir, très colorées, qui permettent là, vraiment d'illustrer le propos là, dans le guide. Voici d'ailleurs la mise en page du guide. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de belles images qui viennent appuyer le texte. D'autres pages du guide. Et ça m'amène à vous présenter en fait notre ami Tim. Tim est un sympathique personnage qui a sa santé à cœur. Et la particularité de Tim, c'est qu'il aime bien lorsque les choses sont simples et concises. C'est pour cette raison que, à travers le guide, vous allez le retrouver souvent à la fin d'une section. Et puis, Tim vous fait un résumé, donc l'essentiel de ce que vous devez savoir de cette section-là. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire le guide, au moins retrouvez notre ami Tim, et puis il se fera un plaisir de vous résumer le tout. Donc, sur ce, je me joins à notre ami guide pour vous souhaiter une belle lecture. Donc, je vais maintenant céder la parole au Dr Cartier. Bonsoir à tous. Merci au Dr Costa et à la Fondation de me permettre de faire cette intervention virtuelle ce soir. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du diagnostic de la maladie artérielle périphérique. Tout d'abord, un bref rappel des symptômes de la MAP. Il faut se rappeler que dans sa forme la moins sévère et la plus fréquente, la MAP est silencieuse et ne cause aucun symptôme. Dans ces circonstances, elle ne peut seulement être détectée que par des examens qui sont diagnostiques. Dans sa forme modérée, le premier symptôme qui va apparaître, c'est une crampe musculaire douloureuse de la jambe pendant la marche, ce qu'on va appeler communément la claudication intermittente. Cette claudication intermittente-là force la personne qui en est atteinte à prendre des périodes de pause pour soulager ses crampes. Et parfois, ça peut être suffisamment grave pour la décourager à faire des marches normalement. Par ailleurs, d'autres personnes ne ressentiront ni crampes, ni douleur, mais plutôt des engourdissements, une faiblesse ou encore une lourdeur dans les muscles. Lorsque la MAP est plus sévère, le flux sanguin aux jambes devient insuffisant, ce qui cause une vive douleur sous forme de brûlure dans les pieds et les orteils. Cette douleur survient au repos et se produit particulièrement la nuit lorsque la personne atteinte est en position allongée. C'est à ce moment-là qu'on peut voir apparaître un refroidissement et des chambres de coloration au niveau de la peau, une perte de la pilosité et, dans les cas les plus extrêmes, des plaies aux orteils qui ne guérissent pas. Au-delà de ces symptômes, toutes les personnes qui sont atteintes de la MAP ont une espérance de vie qui est hypothéquée avec un risque de mourir d'une crise cardiaque qui est 6 fois plus élevé que la population générale. Il est donc important de discuter cette maladie-là avec le professionnel de la santé qui vous traite si les symptômes énumérés précédemment ou les facteurs de risque qui ont été énumérés dans les derniers webinaires sont présents. Le diagnostic de la MAP, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, 75% des patients atteints de la MAP ont une maladie qui est silencieuse. Donc, il est d'autant plus important que les médecins soient vigilants face aux patients à risque de cette maladie. Ce qui nous amène à notre premier test, qui est un examen de dépistage qui s'appelle l'indice tibio-huméral. Donc, de manière générale, on initie le dépistage de la MAP par le calcul de l'indice tibio-huméral, qu'on va surnommer aussi l'ITH, son abréviation. C'est un examen qui est simple, qui est peu coûteux,
non invasif, la plus élevée dans chaque cheville, et la pression au bras qui est la plus haute. Après une période de repos d'environ 15 à 30 minutes, le patient est allongé sur le dos et à l'aide d'un brassard à pression et d'une sonde Doppler, on va mesurer la pression artérielle au bras et aux chevilles. Chez certains patients diabétiques, par exemple, ou encore ceux qui ont des problèmes d'insuffisance rénale chronique, il peut arriver que les artères des jambes soient trop dures pour qu'on puisse prendre la mesure de pression. À ce moment-là, on va prendre la pression au gros orteil. À la fin de cette intervention-là, on va obtenir deux résultats, soit un pour chaque jambe, qui va être en général proportionnel à la gravité de la MAP. Lorsque les vaisseaux sont intacts, sans MAP, les chiffres de bras et de la jambe sont presque identiques, ce qui fait que l'ITH est d'environ 1. Si l'ITH est inférieur à 0,9, on est en présence d'une MAP. Plus l'ITH est bas, plus les troubles circulatoires sont importants et plus les symptômes sont marqués. L'évaluation par des examens plus poussés devient alors indiquée. Et donc, la prochaine étape, c'est l'écho-Doppler. Donc, chez les patients avec un degré de suspicion élevé de MAP ou ayant un abaissement de l'ITH, on va faire une exploration des vaisseaux avec un écho-Doppler de la jambe, dont on a un schéma ici de la façon dont l'examen va se réaliser. C'est également une méthode d'investigation qui est peu coûteuse, peu évasive. Donc, qui en gros va... je vais recommencer ici. Qui en gros permet de visualiser les vaisseaux sanguins et ses blocages en balayant une sonde à ultrasons sur la peau. Le médecin va donc pouvoir déterminer l'endroit précis où le blocage se situe, puis même la sévérité du blocage. Donc, sur l'image de droite, ça, c'est les images qu'on obtient avec une échographie Doppler. Le rouge que l'on voit en haut de l'écran, c'est le vaisseau sanguin avec le flux de sang qui coule à l'intérieur. Puis les courbes oranges qui sont en dessous, c'est les mesures de la vitesse du sang à travers les artères. Malgré que ce soit une bonne technique, le Doppler a ses limitations. Celui-ci est sous-optimal chez les patients qui sont obèses et ceux qui ont des artères remplies de calcium. Il est également un peu moins précis pour l'évaluation des vaisseaux qui sont dans le ventre, près de l'aorte, communément appelés les artères iliaques. Ce qui nous amène à la dernière étape sur les examens qui sont plus approfondis. Donc, en dernière ligne, chez les patients pour lesquels l'exploration par écho-Doppler a été jugée insuffisante, ou lorsqu'on planifie un traitement qui est minimalement invasif ou chirurgical, il devient nécessaire d'opter pour un examen d'imagerie avec injection de produits de contraste dans les veines. Il y a deux possibilités qui s'offrent à nous, soit l'angiotomodensitométrie, communément appelée l'angio-CT, et l'imagerie par résonance magnétique. Donc, dans le cas de l'angio-CT, le patient est couché sur une table d'examen et avancé dans un tunnel, comme on peut le voir sur l'image de gauche. On va lui injecter un produit de contraste, l'iode, dans une veine du bras, de manière à faire apparaître les artères lors de la prise d'image à l'aide de rayons X. Un ordinateur va effectuer par la suite des reconstructions en 3 dimensions des vaisseaux, ce qui va permettre d'évaluer avec précision la paroi des vaisseaux et leur lumière. C'est une technique qui est très efficace, mais qui présente un certain coût. C'est pour ça qu'on la garde dans des cas bien précis. Dans le cas de l'angio-IRM, le patient est également allongé dans un tunnel ou, dans certains cas, il recevra une injection de produit de contraste dans une veine qui s'appelle le gadolinium. À l'aide d'un aimant générant un champ électromagnétique, l'IRM produit des images en coupe des vaisseaux d'une grande précision, tout en évitant aux patients d'être exposés à de la radiation. C'est un examen qui est cependant très coûteux et qui a peu d'accessibilité. Pour conclure, on vous rappelle qu'il est important de donner assez d'informations sur vos symptômes à votre médecin pour qu'il puisse vraiment bien classifier la MAP et prescrire un examen diagnostique en fonction du stade clinique de la maladie dans un délai qui est approprié. Je vous invite à consulter le guide sur la MAP ainsi que le site Internet de la Fondation pour plus de renseignements.
et le nom aussi de certains organismes qui peuvent vous apporter de l'information complémentaire, ce dont on a parlé ce soir. D'autres vidéos réalisées par la Fondation vont être offertes sur YouTube. Ils portent sur la maladie artérielle périphérique, l'activité physique, la médication et les traitements comme la chirurgie. Donc, je vous invite à visionner ces vidéos-là. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Bien, merci, Dr. Cartier, pour cette présentation du diagnostic, en fait, de la MAP. J'aurais quelques questions, en fait, pour Dr. Cartier, mais également Dr. Costa, si à certains moments vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Je me demandais, en fait, un patient pourrait se demander, est-ce qu'un scanner est quelque chose de dangereux pour la santé quand un patient, finalement, va vers ça? Donc, merci pour la question. Il faut se rappeler que la technique d'imagerie par RGOCT, ça utilise des rayons X pour produire les images. Les rayons X sont effectivement une forme de radiation et la radiation à très haute dose peut induire des cancers ou des blessures. Mais celles qui sont utilisées pour faire un scanner sont de très faibles doses et non dangereuses si utilisées de manière adéquate. Cependant, elles vont demeurer contre-indiquées pour les femmes enceintes. Merci. Puis, on a parlé effectivement du scanner. Il y a également, vous aviez parlé des agents de contraste. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont connus à l'utilisation de ces agents de contraste-là? Oui, effectivement. De façon courante, l'injection de produits de contraste IOD peut entraîner des effets secondaires bénins comme une sensation de chaleur au site d'injection ou dans le corps. Parfois des nausées ou un goût métallique dans la bouche, mais qui est transitoire. Rarement, certaines personnes vont présenter des manifestations allergiques bénignes, comme des démangeaisons, des éruptions cutanées ou encore de l'urticaire. Exceptionnellement, des manifestations allergiques graves peuvent être notées de type œdème de la gorge ou même d'un choc cardiaque. Également, rarement, le produit de contraste peut sortir de la veine où il est injecté. On va appeler ça une extravasation. Ça va créer un épanchement de produit de contraste sous la peau qui est bénin mais inconfortable et qui va se résorber spontanément dans la plupart des cas. J'avais une autre question. Pour ces différents tests-là, est-ce qu'il y a une préparation qui est spéciale pour les patients avant de subir ce type de test-là? On recommande de prendre un repas léger avant l'examen. Il faut aussi signaler toute allergie au moment de la prise de rendez-vous. Le cas échéant, on va émettre une ordonnance de prémédication anti-allergique. Si vous avez déjà fait une allergie qui est sévère aux produits de contraste, le risque de nouvelle allergie est également important et on va devoir opter pour un autre type d'examen, comme par exemple une échographie ou une IRM. En cas d'insuffisance rénale connue ou chez les patients qui sont diabétiques ou encore âgés de plus de 70 ans, il va y avoir une ordonnance de prise de sang qui va être adressée à faire avant l'examen afin d'évaluer la fonction rénale de la personne qui va avoir du produit de contraste dans les veines. Merci à vous deux énormément pour votre présentation. J'espère que ça a suscité beaucoup d'engouement à découvrir le guide et à peut-être même découvrir la Fondation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en connaître plus. On a également une infolettre, alors n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir.